Mesdames et messieurs, bonsoir. Une actualité dans le secteur économique, c'est la faillite d'une banque importante, la BIAC, ou la liquidation. Faut-il parler de la faillite ou de la liquidation? Et donc, pour aborder cette question, nous avons fait appel à un expert que vous connaissez. Il s'appelle Noël Tchanima Djanvita. C'est un habitué des perspectives économiques. Avec lui, nous allons essayer d'analyser, de relever les enjeux, sinon des difficultés liées à cet événement qui est intervenu, certainement au moment où on l'attendait le moins. Et depuis le début de la semaine, on parle de manière claire de la liquidation de la BIAC. Quel commentaire, Noël Tchani, lorsque vous avez appris cette nouvelle? Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'accueillir à la RTNC pour qu'on puisse parler de cette question d'actualité. La BIAC était une grande banque dans notre pays. C'était la troisième grande banque en termes du total des bilans, mais également du volume des crédits octroyés à l'économie. Dans d'autres pays, les autorités monétaires et politiques n'auraient jamais accepté qu'on laisse une grande banque de cette magnitude-là tomber en faillite et qu'on arrive même à la liquider. Les enjeux que je vois ici, c'est le fait que nous avons privé notre pays d'un instrument puissant de financement de l'économie. La disparition de la BIAC laisse un trou important dans le secteur financier. Et si on ne prend pas garde, ça pourrait même entamer la crédibilité du public congolais dans le secteur bancaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des comptes bancaires à la BIAC. Et si ces personnes ne sont pas remboursées de leurs dépôts, ça va entamer la crédibilité du public congolais, non seulement dans la BIAC qui disparaît, mais également dans d'autres banques, étant donné que les gens qui ont été mordus ne vont plus jamais faire confiance au secteur bancaire pour être à mesure d'aller y garder donc leur argent encore comme ça se passait avant. Donc, j'étais très choqué de voir que nous sommes arrivés à cette situation-là. Les difficultés de la BIAC étaient connues depuis très longtemps. On aurait dû prendre des précautions pour éviter que le pire n'arrive. Et le pire est arrivé avec aujourd'hui la déclaration par la Banque centrale que la BIAC a été mise à liquidation. La banque a été mise à liquidation. Vous venez d'évoquer une première possibilité. En ces termes-là, tous les déposants qui avaient leur argent et qui n'ont pas été remboursés, comment ils vont se comporter vis-à-vis de la Banque centrale? Vous savez, les déposants ont été pénalisés depuis un certain temps. Pendant longtemps, la BIAC vivait grâce à une ligne de trésorerie qui était accordée par la Banque centrale à l'institution, donc banque, la BIAC. Ça permettait, au moment où la banque n'avait pas de liquidité, ça permettait à cette institution de tirer sur la ligne de trésorerie, d'avoir du liquide et de faire face aux demandes de retrait de la part donc, de la clientèle. Il s'est fait qu'en 2016, la Banque centrale, sous injonction du Premier ministre Matata à l'époque, a dû couper la ligne de trésorerie qui était disponible donc à la BIAC, rendant du coup la banque illiquide, incapable de faire face aux demandes de retrait de la part donc, de la clientèle. Depuis ce temps, ceux qui avaient donc des comptes se sont retrouvés dans une situation où on leur dit la banque a été mise sous administration provisoire et pendant l'administration provisoire, si vous venez pour demander par exemple un retrait de 10 000 $ sur votre compte, on vous dit qu'on peut vous payer aujourd'hui 500 $, vous allez revenir demain, on va vous donner 1 000 $, ainsi de suite. Donc la banque était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations en termes de demande de retrait d'argent. Ça entamait littéralement la crédibilité de l'institution. Si bien que les efforts qui étaient menés par le comité de gestion mis en place, le comité provisoire mis en place par la Banque centrale, étaient voués à l'échec. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas restructurer une banque pendant que vous pénalisez les clients qui ont déjà des comptes avec cette banque-là. On ne pouvait pas attirer de nouveaux clients. On ne pouvait qu'assister au départ progressif des clients existants. Chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils retiraient l'argent, ils allaient déposer donc ça ailleurs. Ça a mis la banque KO, si je peux dire. En plus de ce problème d'illiquidité, il y a eu aussi un deuxième problème, c'est le problème de sous-capitalisation. La capitalisation d'une banque est définie comme étant les fonds propres appartenant aux actionnaires de la banque, qu'on définit en termes de pourcentage par rapport au total du bilan. Et ce sont des ratios prudentiels qui sont définis par la Banque centrale qui joue le rôle donc d'autorité monétaire, d'autorité donc de supervision. Et il est de coutume d'exiger que le capital donc minimum
représente de 6 à 10% du total donc, du bilan. La BIAC s'est trouvée en dessous donc, de ces ratios-là et il fallait trouver de nouveaux repreneurs. C'est ainsi que quand la Banque centrale a mis la BIAC sous administration provisoire, c'était avec l'idée que elle, la Banque centrale, allait aider à trouver de nouveaux repreneurs. Mais les gens ne sont pas naïfs. On ne peut pas trouver des repreneurs quand on voit que la banque n'a pas d'avenir. Donc tous les efforts qui ont été menés ont été voués à l'échec, ce qui a amené la Banque centrale à déclarer aujourd'hui, à déclarer depuis une semaine, qu'on mettait la banque donc en liquidation. Liquidation, ça veut dire que la banque a cessé d'exister en tant qu'institution bancaire normale qui prend des dépôts, qui fait du crédit, qui tourne normalement, qui vend les produits et les services bancaires. Avec la liquidation maintenant, ceux qui sont responsables de la liquidation, ceux qui ont été mandatés pour organiser la liquidation, ce qu'ils vont faire, c'est prendre tout l'actif de la banque, vendre l'actif de la banque, récupérer du cash et rembourser le passif, c'est-à-dire payer les déposants, payer les prêteurs d'argent, donc les créanciers à long terme, et s'il y a de l'argent qui reste, on va verser cet argent-là aux actionnaires qui ont été donc dépossédés donc de leur institution. Et dans tout ça, quel a été le point de vue ou la réaction des actionnaires eux-mêmes? Les actionnaires, je pense qu'ils avaient demandé déjà à l'autorité de supervision qu'on les laisse l'occasion d'organiser la liquidation de la banque. Pas une liquidation forcée comme ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'on organise ce qu'on appelle une liquidation normale, volontaire. C'est-à-dire quand les actionnaires constatent que leur banque ne fonctionne pas, n'est plus rentable et ils ne peuvent pas continuer à opérer l'institution donc, au profit donc, de l'économie congolaise, qu'on les laisse donc liquider la banque normalement. Les autorités monétaires avaient refusé cela. Je ne connais pas la raison qui avait poussé la Banque centrale et le gouvernement à refuser qu'on laisse la BIAC organiser sa liquidation donc elle-même en vendant ses actifs, en remboursant donc les déposants, parce que j'ai compris que l'actionnaire principal, M. Blattner, avait même offert que si on vend les actifs de la banque et qu'on rembourse les déposants, et s'il y a un déficit qui reste, il est même disposé à pouvoir prendre son argent personnel parce que c'est un homme d'affaires qui a d'autres activités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine commercial, ainsi de suite, à vendre même ses propres maisons, ses propres bâtiments pour récupérer l'argent afin de pouvoir rembourser donc tous les déposants. J'ai compris que la Banque centrale, en tant qu'autorité de régulation, en tant qu'institut monétaire, avait refusé donc cette option-là de laisser les actionnaires donc organiser donc ce qu'on appelle la liquidation volontaire. Ils ont opté pour la liquidation forcée et maintenant, avec la liquidation forcée, le problème, c'est que le bilan de la banque, au moment où on l'a mis sous administration provisoire, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, on a dépensé beaucoup d'argent sous forme de frais de gestion. Le comité de gestion provisoire qu'on avait mis en place, il faut payer ces gens-là. Et comme il n'y avait plus donc d'activité pour faire entrer de l'argent dans les caisses de la banque, on s'est retrouvé dans une situation où la banque a perdu beaucoup de sa situation financière. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est, on dirait donc, le squelette qui est resté, mais qui ne vaut plus la valeur donc d'avant. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on va récupérer tout l'argent maintenant en vendant le peu d'actifs qui reste pour rembourser donc tous les créanciers et tous les déposants. Je sais que vous êtes économiste avec beaucoup de diplômes de spécialisation, mais vous parlez avec beaucoup d'autorité dans un secteur qui ne vous concerne pas directement parce que vous avez regagné le pays il n'y a pas si longtemps, mais vous parlez comme si vous étiez membre dans le comité de gestion, comme si vous étiez un actionnaire mais qui se cachait. Non, au fait, vous savez, je suis revenu au pays il n'y a pas longtemps, mais mon domaine de spécialité, c'est les banques et les finances. J'ai étudié à l'école spécialisée des banques et des finances à New York. C'est l'école qui forme tous les banquiers américains. Tous les grands banquiers que vous voyez là, ils sont sortis de cette école-là ou bien des écoles similaires. Donc j'ai ce qu'on appelle une maîtrise à l'administration des affaires avec spécialisation en banque, finance et marché financier. Donc, et j'ai travaillé à New York dans la plus grande banque américaine, JP Morgan Chase. Et c'est la plus grande banque américaine, mais également la plus grande banque dans le monde. Mais au-delà de cela, après que j'ai fait 10 ans dans ces banques américaines, donc à New York, je suis allé donc à Paris, je suis allé à Washington, où j'ai travaillé à la Banque mondiale en tant que responsable
ou bien chef de mission en charge de restructuration bancaire, restructuration du secteur financier. J'ai restructuré beaucoup de banques commerciales. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, par exemple le Mali, la grande banque du Mali qu'on appelle la BDM, la Banque de développement du Mali, je l'ai restructurée avec l'équipe de la Banque mondiale donc, que j'ai dirigée. Il y a eu donc d'autres banques dans d'autres pays, Banque commerciale d'Atlantico au Cap-Vert ou dans d'autres pays en Indonésie, ainsi de suite. Donc, les banques et les finances, c'est ma spécialité. Mais en plus de cela, je vous informe que j'ai fait un doctorat à l'Université de Paris-9-Dauphine avec spécialisation en banque et finances. Et tout cela m'a permis donc d'avoir des connaissances non seulement théoriques, mais également pratiques pour avoir été praticien dans le secteur bancaire. Oui, mais dans le cas qui nous concerne, comment vous parvenez à accéder aux informations qui sont généralement cachées, qui ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde? Vous savez, quand vous êtes spécialiste, vous pouvez me prendre aujourd'hui, me débarquer dans n'importe quel pays. Ce qui m'intéresse, c'est connaître la situation des banques et de la Banque centrale, de la monnaie et consorts. Vous donnez l'occasion à un spécialiste, je peux parler avec des gens, je sais collecter les informations, je sais lire les rapports annuels et en collectant toutes ces informations, je me fais très vite une opinion de ce qui se passe non seulement dans le pays, mais également dans cette banque-là. Ok. Comment ça va se passer maintenant que la BIAC est liquidée? Maintenant que la BIAC n'est pas encore liquidée, elle est mise en liquidation. Donc on doit commencer maintenant à vendre ses actifs pour arriver à récupérer l'argent qu'on doit utiliser pour désintéresser les déposants, les créanciers à long terme, mais également les actionnaires. Et ce n'est pas un processus facile. Je voudrais vous informer qu'il y a toute une historique dans notre pays avec les banques et avec la Banque centrale. Pendant les 30 dernières années, il y a eu environ 15 banques qui ont été mises en liquidation, qui étaient d'abord mises sous administration provisoire de la Banque centrale. Vous connaissez le cas de la banque congolaise, de la nouvelle banque de Kinshasa, de la banque de Kinshasa, de la banque zaïroise du commerce extérieur, de l'Union zaïroise des banques, ainsi de suite. Donc il y a eu une quinzaine de banques qui ont été prises d'assaut par la Banque centrale sous administration provisoire. Mais j'ai le regret de dire que notre Banque centrale n'a pas d'expertise pour restructurer les banques avec satisfaction. Pourquoi? Parce que toutes les banques qu'on avait mises sous administration provisoire de la Banque centrale, elles sont tombées en faillite. C'est comme dire, vous allez chez un médecin, vous lui donnez 15 malades et qu'il doit soigner, tous les malades sont morts et vous lui donnez un 16e malade encore. Non, la Banque centrale n'a pas cette expertise-là. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on envisage de restructurer d'abord notre institut d'émission, c'est-à-dire la Banque centrale, pour qu'elle puisse jouer ce rôle-là à satisfaction du peuple congolais, pour que si elle prend d'assaut une banque à restructurer, qu'elle puisse le faire avec satisfaction. J'ai peur de dire que la haute direction de la Banque centrale aujourd'hui, ou l'équipe de la Banque centrale, n'a pas cette expertise-là. Et c'est pour ça que nous avons toujours ces résultats qui sont catastrophiques. Mais M. Noël-Tchani, mais comment vous pouvez imaginer que nous avons quand même les meilleurs de nos financiers, les meilleurs de nos économies qui ont été recrutés, que dans un contexte de libéralisme, qu'on n'ait pas une expertise suffisante pour pouvoir bien regarder ce qui se passe dans le secteur bancaire en République démocratique du Congo? Je pense que nous avons un problème à plusieurs niveaux. Déjà, il faut voir au niveau des écoles congolaises. Avons-nous au Congo des formations spécialisées dans le domaine des banques et des finances, des marchés financiers? Je dirais non. Regardez au niveau de cette banque centrale-là, les gens qui dirigent la banque centrale sont sortis d'où? Ils sont sortis de l'UNIKIN ou de l'une ou l'autre université, donc localement. Et dans ces universités-là, on y apprend l'économie rurale, la macroéconomie, on y apprend l'économie générale. Nous n'avons pas une spécialité en banque, finance et marché financier. Donc nous partons avec cet handicap-là. Mais au-delà de cela aussi, vous savez, le domaine bancaire, c'est un domaine très spécialisé. Regardez, nous avons combien de banques dans notre pays? Nous avons 17 banques. Toutes ces banques sont étrangères. Je suis allé prendre connaissance de qui fait partie de ce qu'on appelle l'association professionnelle des banques congolaises. Si vous y arrivez là-bas, et vous serez étonné de voir que toute la salle, elle est blanche. Il y a peut-être un Congolais ou deux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Il faut qu'on arrive à professionnaliser ce secteur-là, qu'on puisse envisager d'avoir des écoles professionnelles qui forment des gens dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, pour qu'on puisse bâtir cette capacité au niveau donc du Congo. Mais au-delà de cela aussi, qu'on regarde, qu'on ait une vision qui permet donc de diversifier l'actionnariat des banques, qu'on y amène des Congolais, qu'on ait cette stratégie-là pour que
quand on a l'occasion de soutenir des Congolais qui peuvent devenir des actionnaires donc des banques, qu'on le fasse. On vient de rater une opportunité tout récemment. La Banque commerciale du Congo, la BCDC, elle vient d'être vendue. Au lieu qu'on vende aux Congolais, on a vendu à qui? À Equity Bank du Kenya. Equity Bank, il y a des actionnaires rwandais et ougandais. Mais qu'est-ce que nous avons réalisé? On a désarmé les Congolais, on a donné la deuxième grande banque du pays au Kenya, aux Rwandais et aux Ougandais. Moi, je pense que nous avons manqué de vision de développement donc, dans ce secteur-là. Nous devons faire mieux que ça. Il n'y a aucun pays du monde qui se développe avec des banques essentiellement étrangères. On doit avoir cette vision-là au niveau du gouvernement et qu'on cherche donc à capitaliser les Congolais, à les mettre ensemble, à les encourager, à leur donner donc des encouragements nécessaires pour qu'ils puissent donc devenir actionnaires dans les banques et qu'ils puissent aussi devenir donc gestionnaires donc dans ces banques-là. Est-ce que les Congolais sont disposés à mettre l'argent en commun et à travailler dans un projet d'une banque commerciale? Mais bien sûr que les Congolais sont disposés. Je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. Vous connaissez une banque qu'on appelle la Bergolaise, qui était l'actionnaire principal de la BCDC. Quand elle est tombée en faillite, la Bergolaise a laissé plusieurs succursales dans plusieurs pays. Ici au Congo, nous avions la BCDC ou la BCZ à l'époque. Au Rwanda, ils avaient l'équivalent de la BCZ, là-bas, la banque de Kigali. Les Rwandais, vous savez ce qu'ils ont fait? Pendant que nous avons vendu toutes les actions détenues par la Bergolaise à un Belge qu'on appelle M. Forest, qui n'était pas un banquier, qui ne connaissait rien donc dans le secteur bancaire. Mais nous avons, au Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris d'assaut toutes les actions laissées par la Bergolaise. Le gouvernement a pris d'assaut cela avec la Banque centrale. Ils ont pris le temps de réorganiser cette banque-là et de vendre maintenant des actions au privé rwandais, à l'État rwandais ou bien aux entreprises donc rwandaises. La Banque de Kigali est devenue aujourd'hui un instrument puissant de financement de l'économie au Rwanda. Nous avons fait la même chose donc au Mali avec la Banque internationale donc du Mali, qui était l'équivalent de la BCZ. Dans d'autres pays, c'est ce qu'on a fait. Mais ici au Congo, aveuglement, on a pris toutes les actions qui étaient laissées par la Bergolaise, on a vendu à un Belge, et aujourd'hui le Belge là, il a vendu aux Rwandais, aux Ougandais et au Kenya. Nous sommes, nous les Congolais, les dindons de la farce. C'est pour ça que je voudrais encore faire appel à notre gouvernement. On ne fait pas des choses au hasard. Pour développer le secteur financier, qui est un maillon important du financement de l'économie, on doit avoir une vision. Et tant que nous n'avons pas cette vision-là, nous naviguons à vue comme ça se passe actuellement. On a vu, certes, le processus de liquidation de la BIAC explique vos propos, mais comment rectifier? Parce que nous sommes déjà devant le fait accompli. Moi, je pense qu'il faudra qu'on puisse avoir, qu'on puisse réfléchir correctement comment il faut organiser cette liquidation. Si les actionnaires sont disposés à pouvoir à organiser une liquidation de façon civilisée et en se portant garant qu'à la fin de la journée, aucune personne ne va perdre de l'argent, autant travailler avec eux. Mais pour cela, il faut qu'on fasse l'audit de la BIAC au moment où elle a été prise en administration provisoire en 2016 et l'audit de la BIAC aujourd'hui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, pour qu'on sache exactement s'il y a eu un trou, ce trou a été causé par qui? Par les administrateurs provisoires, et qui est responsable de cela. Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, s'il faut faire la liquidation forcée, il faut qu'on ait un cabinet indépendant spécialisé donc dans ce domaine-là. Et moi, je dirais même qu'il faut qu'on fasse la promotion des cabinets congolais. Il ne faut pas toujours donner ces affaires-là aux étrangers pendant que nous avons des cabinets d'avocats congolais qui peuvent gérer ce processus-là. Mais qu'on organise alors donc la liquidation en vendant tous les actifs de façon méthodique, en récupérant tout l'argent et en ordonnant maintenant le remboursement de tous les déposants jusqu'à s'il reste de l'argent qu'on donne donc aux actionnaires parce que c'était donc leur banque. Mais je voudrais qu'on puisse s'assurer donc d'une chose. Il faut qu'on s'assure que les déposants, ceux qui avaient des dépôts donc dans cette banque, ne perdent pas un seul centime. Pourquoi? Parce que la confiance dans le secteur bancaire est liée à cela. Dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on a fait? Dans d'autres pays, il y a deux mécanismes qu'on met en place pour cela. Il y a des institutions d'assurance des dépôts bancaires. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, qui garantit le remboursement de tous les dépôts donc, dans les banques jusqu'à concurrence par
par compte de 100 000 $. Donc, si une banque tombe en faillite, tout le monde est assuré qu'il peut aller à FDIC, se faire rembourser son argent jusqu'à concurrence donc de 100 000 $ par compte. Moi, je propose que dans notre pays, qu'on mette en place un mécanisme d'assurance des dépôts bancaires qui pourrait couvrir jusqu'à concurrence de 25 000 $. On n'a pas besoin de faire jusqu'à 100 000 $ parce que nous avons des petits dépôts donc, dans notre pays. On peut garantir jusqu'à concurrence donc, de 25 000 $ et je pense que ça peut garder la confiance donc, du public dans le secteur financier. À part ça, il y a aussi un deuxième mécanisme qu'on appelle le mécanisme donc d'assurance, un mécanisme donc implicite d'assurance des dépôts bancaires, c'est-à-dire à travers le ministère des Finances et la Banque centrale. On garantit que si une banque tombe en faillite, automatiquement, le Trésor public et la Banque centrale vont sortir de l'argent pour rembourser donc les dépôts. Mais je pense que si on fait un mécanisme explicite d'assurance des dépôts bancaires, tel que FDIC aux États-Unis, même si le système bancaire donc, est petit ici, ça pourra créer la confiance donc, dans le système bancaire et ça va nous éviter donc, les erreurs que nous avons aujourd'hui avec la liquidation donc, de la BIAC ou la liquidation d'autres banques que nous avons connues dans le passé, la banque congolaise, la nouvelle banque de Kinshasa, la banque de Kinshasa, ainsi de suite. Là. Si je vous comprends bien, vous plaidez pour une cause selon laquelle, si on n'avait pas mis la BIAC sous la gestion de la Banque centrale, on n'aurait pas précipité les choses. Moi, je pense qu'à l'époque, si on avait des gens qui comprenaient les conséquences de ce qu'ils faisaient, des décisions qu'ils prenaient au niveau du gouvernement de la Banque centrale, on pouvait éviter la faillite de la BIAC. Pourquoi? Parce que ce qui a précipité la faillite de la BIAC, c'est le fait qu'on a supprimé la ligne de trésorerie que la Banque centrale avait à l'égard de cette institution-là. Et c'était pendant que M. Matata était Premier ministre de la République. Et j'ai compris même qu'il y a des questions personnelles qui sont entrées en jeu pour arriver à pénaliser la BIAC ou ceux qui géraient donc la BIAC à l'époque, ce qui est dommage. Donc, c'est une décision qui a été mal prise, qu'il ne fallait pas prendre. Il fallait trouver par tous les moyens des mécanismes pour sauver la troisième grande banque du pays, plutôt que de pouvoir la mettre en faillite, avec le risque que nous avons aujourd'hui, qu'il peut y avoir d'autres entreprises qui ont dû avoir donc des prêts ou bien qui ont dû faire des affaires avec la BIAC. Ces entreprises peuvent se retrouver aujourd'hui donc en difficulté et surtout avec le risque que de gros déposants qui avaient déposé leur argent à la BIAC risquent de ne pas être remboursés aujourd'hui. Et même s'ils sont remboursés avec plusieurs années de retard, les dégâts sont déjà faits. Entre-temps, vous plaidez pour la mise sur pied d'un mécanisme qui ferait que les Congolais soient partie prenante dans les banques. Or, on sait que le gros de ceux qui amènent leur argent, ce sont des expatriés. Ils ne peuvent que contrôler, avoir une mainmise sur les entreprises parce qu'ils apportent le gros des ressources. Je voudrais en profiter pour lancer un appel pour que nous puissions doter notre pays de ce que j'appelle une véritable stratégie du développement du secteur financier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous constatons la situation actuelle, qu'on a 17 banques, toutes les banques sont étrangères. Ce n'est pas une situation acceptable. Et ce sont des petites banques de rien du tout, de 30 millions de dollars de capital. Ce n'est pas avec ça que nous allons développer donc la RDC. Je voudrais qu'on dote notre pays d'une stratégie de développement du secteur financier qui va avoir pour ambition de créer 3 à 4 grandes banques de dimension nationale qui couvrent tout le pays. On n'a pas besoin de toutes ces petites banques-là concentrées sur le boulevard du 30 juillet donc à Kinshasa et laissant des coins tels que Nganajika, Aru, Kisangani, qui ne sont même pas couvertes par des banques. Je pense que c'est chez vous. Oui, c'est chez moi, mais je parle aussi donc des Aru et d'autres localités congolaises. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait une banque dans chacune des communautés ou bien des branches bancaires qui couvrent toute la République démocratique du Congo. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, je voudrais que nous puissions regarder dans le système financier des institutions qui manquent. Nous manquons aujourd'hui, par exemple, des institutions pour faire des crédits hypothécaires. Les Congolais, pour acheter des maisons, comment est-ce qu'ils font? Il faut épargner de l'argent et acheter de l'argent cash, prendre l'argent cash pour acheter une maison. Ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays. On doit avoir des banques de financement hypothécaire qui peuvent donner des crédits aux gens et pendant que les gens travaillent, ils remboursent progressivement. La charge sur les ménages devient très réduite quand vous devez amortir le remboursement du prêt hypothécaire sur 20 ans, 25 ans, ainsi de suite. Donc nous devons avoir des institutions équipées pour cela. Moi, j'ai aidé à mettre en place dans certains pays des banques de crédit hypothécaire. Je vous invite à aller voir au Mali une banque qu'on appelle la BHM, la Banque de l'Habitat du Mali.
En Côte d'Ivoire, on a fait la même chose. Au Sénégal, on a fait la même chose. Au Bhoutan, on a fait la même chose. Au Barbados ou bien les îles, comment ça s'appelle, Jamaïque, on a fait la même chose. Donc, nous pouvons faire ces mécanismes-là ici en République démocratique du Congo, donc c'est faisable. Au-delà de cela, je voudrais qu'on puisse penser à mettre en place ce que j'appelle la bourse des valeurs mobilières. Comment voulez-vous avoir un pays où, quand on a des entreprises qui veulent vendre leur portion du capital, on ne peut vendre qu'aux étrangers? C'est le cas que nous avons connu avec Tengue Fungurume. On s'est réveillé un matin, on a vendu Tengue Fungurume aux Chinois, aux grandes dames des Congolais. On pouvait sectionner le capital de Tengue Fungurume, vendre même 25 à 50% du capital de cette compagnie-là à travers la bourse des valeurs, permettre aux Congolais de devenir donc actionnaires. Nous pouvons le faire, le Kenya à la bourse des valeurs, le Rwanda à la bourse des valeurs, le Ghana, le Nigeria. Il n'y a que nous qui n'avons pas encore fait cela. Je voudrais que nous puissions penser aussi à autre chose. Nous sommes un pays en construction, en développement, mais nous n'avons pas un mécanisme de financement du développement. Des gros projets de développement, ça nous échappe. Par exemple, la construction des aéroports, des grands aéroports, des autoroutes avec péage, la construction donc des systèmes d'énergie électrique solaire et consorts. Je propose qu'on mette en place une véritable banque de développement en combinant par exemple le fonds de promotion industrielle qui est trop petit et qui n'a pas un grand impact sur l'économie aujourd'hui, en prenant ce fonds de développement industriel, en le fusionnant avec le reste de la SOFIDE qu'on a connu donc dans le passé, en élargissant le capital, en y amenant de gros moyens, et en ce moment-là, nous pouvons mettre des mécanismes de gouvernance tels qu'on puisse éviter les erreurs que la SOFIDE avait commises dans le passé et qui ont fait qu'elle soit tombée donc en faillite. Il y a des banques de développement aujourd'hui en Afrique qui fonctionnent et qui réussissent. Je voudrais vous inviter à voir le modèle de banque West African Development, la BOAD. J'ai géré des relations avec cette banque-là. Nous pouvons mettre en place une banque de ce genre-là qui va avoir un grand impact pour le financement des gros projets de développement dans notre pays, qui va mobiliser des gros moyens pour cela. Il y a d'autres instruments que nous pouvons envisager, les instruments de leasing. Je vois aujourd'hui sur les routes congolaises, il y a tout plein de petites voitures là qu'on appelle des ketch qui causent beaucoup d'accidents et consorts. Nous pouvons nettoyer tout le marché d'automobile ici à travers les mécanismes de leasing en ayant des institutions qui vont acheter en gros des voitures de luxe, des voitures de qualité, des camions de transport, des bus, mais qu'on va vendre en leasing, donner en leasing, c'est-à-dire un contrat de location où les utilisateurs vont rembourser progressivement au fur et à mesure qu'ils encaissent, par exemple, des recettes en vendant donc les services. Donc, ces choses-là vont améliorer considérablement la qualité du secteur financier congolais. Et je pense que pour y arriver, nous devons commencer à restructurer l'institution même mère dans le domaine des banques, la Banque centrale. Notre Banque centrale a failli à sa mission. Quand vous regardez aujourd'hui la monnaie congolaise, elle est l'ombre d'elle-même. Restructurons la Banque centrale, restructurons la monnaie congolaise, et en ce moment-là, nous allons avoir une autorité monétaire qui joue son rôle pour accompagner le développement du secteur financier plutôt qu'une autorité monétaire qui gêne le développement du secteur financier, comme c'est le cas aujourd'hui. Lorsque vous parlez de la restructuration de la Banque centrale, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à plusieurs choses. C'est une très bonne question. Je voudrais que nous partions déjà de l'hypothèse que quand vous avez une banque centrale qui a été gérée pendant 6 ans ou pendant même 18 ans par les mêmes gestionnaires et que nous arrivons à une monnaie qui n'a pas de valeur, c'est qu'ils ont échoué. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les mêmes gens qui ont échoué, qui sont responsables de la situation actuelle, changent la situation. Donc, il faut commencer par changer la haute direction de la banque, c'est-à-dire le gouverneur, mettre les 2 vice-gouverneurs conformément à la nouvelle loi, mais au-delà de ça, mettre des nouveaux membres du conseil d'administration de la banque et créer un nouveau comité de politique monétaire différent du petit comité de politique monétaire de complaisance qui est composé simplement des gens à l'intérieur de la banque. Je pourrais m'étendre donc là-dessus pour amener d'autres vues. La RDC est très grand. On peut amener des gens qui viennent donc de la province orientale, du Katanga, du centre de la République du Bas-Congo, les inclure aussi dans le comité de politique monétaire. Comme ça, quand il y a des décisions, ces décisions reflètent la situation donc globale monétaire donc du pays, plutôt que d'avoir des gens qui sont tous concentrés à limiter et qui viennent à la Banque centrale ici, qui décident la politique monétaire pour l'ensemble donc de la République. Je voudrais qu'on aille au-delà de cela. Je voudrais par exemple qu'on regarde les activités que font la banque. La gestion donc des fonds. Il faut professionnaliser cela, développer un marché donc des capitaux
de façon telle que la banque puisse être en mesure de placer des excédents de liquidités, non pas simplement donc ici au jour le jour, mais également avec d'autres banques centrales donc à travers le monde. Je voudrais qu'on puisse penser à la restructuration du personnel. Quand vous regardez l'organigramme de la Banque centrale, vous avez des vice-gouverneurs et des directeurs généraux, ça se répète. Il faut qu'on puisse simplifier l'organigramme de la banque pour que chacun sache ce qu'il fait et qu'il n'y ait pas de duplication d'efforts. Je voudrais aussi penser au système de rémunération des employés de la Banque centrale. Un employé de Banque centrale n'est pas n'importe qui. Il faut qu'il soit bien payé pour qu'il puisse se concentrer au travail qu'il est supposé faire donc au sein de cette institution-là. Actuellement, nous avons un système qui est dégueulasse. Ce système consiste à quoi? On donne des petits salaires aux employés des banques, mais on prend des amis dans ces employés des banques, on les met dans des commissions, on leur donne donc de ce qu'on appelle des primes. Il y a des gens qui gagnent trop d'argent par rapport aux autres qui ne gagnent absolument rien. Je voudrais qu'on supprime le système des primes, qu'on donne des bons salaires à tout le monde et qu'on tienne chaque employé responsable de ce qu'il fait. Je pense que si nous faisons ces choses-là de cette façon, la Banque centrale du Congo pourrait être restructurée. Mais je voudrais aussi qu'on puisse regarder l'organisation structurelle de la Banque centrale. La banque telle que nous l'avons aujourd'hui, elle a été conçue sur un modèle centralisé de gestion du pays. Nous sommes passés du système où on avait 6 provinces à 11 provinces, à 26 provinces. Mais la Banque centrale a conservé le même système organisationnel. Je voudrais que nous puissions décentraliser la banque, c'est-à-dire diviser le Congo en 3 ou 4 districts financiers, que chaque district financier soit géré par une direction générale qui couvre ces 4 ou 5 provinces et que le représentant de chaque district financier se retrouve dans le conseil d'administration de la banque. De cette façon-là, je pense qu'il y aura une vue globale de ce que fait la Banque centrale au niveau du siège, mais qui reflète la situation dans tout le pays. C'est un gros programme de réforme. Mais enfin, qu'on mette fin à la dollarisation. Tout un programme pour valoriser la monnaie congolaise, pour que nous puissions respecter notre constitution, c'est-à-dire l'article 170 qui dit que le franc congolais doit jouir de ce qu'on appelle l'exclusivité monétaire, qu'il soit la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national et qu'il n'y ait plus recours au dollar, à l'euro, au franc CFA et à d'autres monnaies. Tout à l'heure, vous avez dénoncé des structures, genre directeur général aux côtés du gouverneur, le vice-gouverneur et le directeur, mais vous retombez en créant des districts financiers avec des directeurs généraux. On risque d'avoir 4, 5 directeurs généraux. C'est très différent ce que je propose. Actuellement, nous avons gouverneur, nous avons vice-gouverneur et nous avons des directeurs généraux. 2 directeurs généraux et chacun d'eux s'occupe des politiques monétaires, l'autre s'occupe de l'administration et nous avons au niveau des vice-gouverneurs, parce qu'on va avoir 2 vice-gouverneurs, un est supposé s'occuper de la politique monétaire et d'autres. Donc il y a duplication à ce niveau-là. Il va falloir que nous puissions rationaliser cela pour diminuer les dépenses. Mais qu'on puisse regarder tout l'organigramme de la banque, il y a des départements à supprimer, des départements à fusionner pour que la Banque centrale soit plus efficiente que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais en ce qui concerne donc, le besoin de création des districts financiers, c'est simplement reconnaître le fait que nous sommes un pays continent. On ne peut pas avoir une banque centrale qui est restée avec un modèle centralisé, alors qu'au niveau du pays, on a décentralisé tout. On a envoyé le tout sur le terrain en disant nous avons 26 provinces et dans les 26 provinces, on a des assemblées provinciales, on a ceci, cela. Donc, je pense que nous devons adapter la structure organisationnelle de la banque à cet impératif de décentralisation au niveau politique donc, du pays. En parlant de petits salaires, je me rappelle les propos d'un ancien Premier ministre, Léon Kengwadon, pour ne pas le citer, qui a près de 30 ans qui disait au Zaïre, tout le monde était sous-payé. Oui, tout le monde est sous-payé et je voudrais faire le plaidoyer pour que nous puissions mobiliser plus de recettes publiques, qu'on augmente le budget national considérablement. Vous savez, pendant la campagne, j'avais proposé un plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, où je proposais un salaire minimum pour tout employé de l'État de $1 000 par mois. Donc je continue à penser que c'est possible, mais pour cela, nous devons être sérieux. Nous devons lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption, la prédation des ressources naturelles, supprimer toutes les exonérations fiscales. Quand j'entends qu'il y a une compagnie qui doit 800 millions de dollars à l'État congolais sous forme d'exonération fiscale, je pense que nous devons être sérieux, punir donc ce genre de compagnie-là sérieusement, récupérer tout l'argent, le mettre dans le budget national, utiliser ça pour payer nos compatriotes. Et dans ce processus-là, je pense que nous pouvons aussi faire mieux pour la rémunération des fonctionnaires, des travailleurs donc de la Banque centrale, parce que je connais et je suis sûr qu'ils sont très mal payés actuellement.
Et votre commentaire sur le travail de contrôle initié par l'Inspection générale des finances? Je voudrais saluer monsieur l'inspecteur général des finances, chef des services, monsieur Jules Alinguete-Kie. Je pense qu'il a redonné à ce service sa signification. L'inspection générale des finances existe dans ce pays depuis très longtemps, mais on n'en entendait pas parler. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait le travail qu'il faut pour récupérer toutes les ressources publiques qui s'évaporent donc dans la nature, les remettre dans le budget national. Et je voudrais saluer cela. Je me demande s'il a suffisamment donc de moyens en ce qui concerne donc les ressources humaines. Et je demande que notre gouvernement lui donne suffisamment de moyens en termes de ressources humaines, en termes de budget, en termes d'autonomie donc de fonctionnement, en termes d'esprit d'initiative pour aller faire des enquêtes là où il estime, lui, en tant qu'inspecteur général des finances, là où il estime qu'il faut aller. Donc, je l'encourage donc dans ce sens-là. Donc, je salue le travail qu'il fait actuellement. En 2012, on a recruté de nouveaux inspecteurs, mais ils n'étaient pas engagés. Et maintenant, là, on est dans un processus de recrutement du nouveau personnel pour renforcer l'équipe et continuer à aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Oui, je suis au courant de cela. C'est pour cela que je l'encourage. Et je veux que la sélection donc, de ceux qui ont été sélectionnés, qu'on puisse tamisser pour s'assurer qu'ils conservent toujours la valeur professionnelle qu'on exige. Mais également, ceux qu'on va recruter, je souhaiterais que les gens soient recrutés sur base donc, des concours et qu'on puisse sélectionner les meilleurs. Un inspecteur général des finances, c'est quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances générales, mais des connaissances donc pointues dans le domaine de la finance, pour que quand on envoie quelqu'un inspecter une institution, qu'il ne soit pas un novice qui arrive là-bas et à qui on peut raconter du n'importe quoi et qui ne pourra pas savoir où il y a le mal, où il y a le bien. Donc il faut qu'on ait des inspecteurs des finances bien spécialisés, si bien que quand on les envoie dans les banques, s'il y a des banques d'État, il faut que ce soit des gens capables de comprendre comment le bilan d'une banque fonctionne, le compte d'exploitation, et où est-ce qu'il peut y avoir donc des faiblesses ou des points forts. Si on les envoie à la Banque centrale, il faut qu'ils comprennent comment la Banque centrale fonctionne. On les envoie dans les entreprises publiques, il faut aussi qu'ils aient ces connaissances-là. Donc, je veux que notre inspection générale des finances soit à la hauteur des ambitions de développement de notre pays. Alors, si nous arrivons de conclure cette émission sur la faillite programmée la liquidation programmée de la BIAC, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je voudrais qu'on puisse retenir qu'il y a eu une responsabilité assez forte de la part du gouvernement à travers la décision prise par le Premier ministre Matata pour couper la ligne de trésorerie qui a amené toutes ces difficultés et la faillite donc, de la banque. Je veux qu'on puisse reconnaître aussi que la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, c'est elle qui a géré la BIAC depuis qu'elle l'a mise sous administration provisoire depuis 2016. Donc si la BIAC aujourd'hui est à liquider, c'est l'échec non pas simplement des actionnaires qui avaient mal géré la banque donc, à l'époque, mais c'est l'échec aussi de la Banque centrale qui n'a pas restructuré et qui n'a pas réussi à restructurer et surtout qui n'a pas réussi à trouver donc, un repreneur. Je veux que le processus de liquidation soit tellement diligent au point où on doit protéger les épargnes de la clientèle. Il faut que la Banque centrale rassure, j'ai compris le gouverneur de la Banque centrale, donc faire une déclaration que personne ne va perdre les dépôts. Je veux qu'on puisse le tenir par sa parole, qu'il puisse donc assurer tout le monde, dire comment les gens vont être remboursés et quand. Il ne faut pas qu'on dise aux gens qu'on va attendre qu'ils puissent vendre tous les actifs et on va pouvoir rembourser les dépôts par la suite. S'il faut rembourser les gens pour qu'ils puissent continuer à vivre correctement, il faut que la garantie que le gouverneur donc vient de déclarer puisse être réalisable et qu'on dise aux gens quand. Quand est-ce qu'on va rembourser? Quels sont les montants qui vont être payés pour qu'on puisse commencer donc à rembourser ce dépôt-là? C'est important, ce processus-là. Pourquoi? Parce que la crédibilité du système bancaire en dépend. La confiance du public, non seulement dans la BIAC, mais la confiance du public dans la Banque centrale, mais également dans tout le système bancaire en dépend. Et en même temps aussi, je voudrais inviter notre pays, la Banque centrale en particulier, pendant qu'elle se restructure elle-même, à envisager à mettre en place ces mécanismes-là pour que dans l'avenir, qu'on n'ait pas la même situation en mettant en place l'assurance dépôt bancaire, même limitée à 25 000 $ donc par compte, mais qu'on puisse en même temps aussi envisager à mettre en place une véritable stratégie de développement du secteur financier où il y aurait une motivation pour les Congolais
à entrer dans les capitaux des banques, qu'on ait des banques congolaises. On ne doit pas fonctionner simplement avec des banques étrangères. Les banques étrangères ne vont pas accompagner le développement économique et social donc, du pays comme nous le souhaitons. Qu'on puisse mettre en place cette banque de développement dont je parle et d'autres compartiments donc, du secteur financier, dont notamment la bourse des valeurs mobilières, les banques de financement de crédit hypothécaire, les institutions de leasing. Si nous faisons ces choses-là, je pense que nous allons être très utiles à notre population parce que le secteur financier, c'est un maillon important du développement économique d'un pays. Merci Noël Tchani. Encore une fois, merci pour votre contribution à la connaissance, pour la sensibilisation, le partage de l'information. Nous sommes tenus de mettre un terme à cette émission. Vous nous avez suffisamment aidé à comprendre les jeux et les enjeux liés à la programmation, à la liquidation programmée de la BIAC en République démocratique du Congo. Et à vous, chers téléspectateurs, nous disons merci. Merci pour tout l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à l'émission consacrée à la faillite de la BIAC. À vous, nous disons merci et au plaisir.